Bienvenue à tous. Notre focus du jour aborde une thématique de portée internationale, la migration. Ils sont plusieurs centaines de milliers à travers le monde et qui sont concernés par ce phénomène et cette mobilité suscite des controverses. La société civile se montre très préoccupée. Nous en parlons sur ce plateau avec deux invités. Andrea Aziabou, vous êtes chargé de programme promotion des droits de l'homme, équité genre à la CEJUS, la clinique d'expertise juridique et sociale. Et puis Ousmane Diarra, vous êtes expert à l'IBCR. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions pour l'invitation. Alors, Monsieur Diarra, on va aller par une définition de terminologie. On parle de migrants, de traite des êtres humains, développement durable. Est-ce qu'il y a un rapport entre toutes ces terminologies dont on parle aujourd'hui? Merci beaucoup pour nous avoir invités sur ce plateau. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier la CEJUS qui m'a permis d'assister à ce programme. J'interviens comme conseiller juridique de l'IBCR, qui est le Bureau international des droits de l'enfant, qui s'active dans le cadre de la promotion, de la protection des droits de l'enfant dans le monde. Alors, par rapport à votre question, la relation qui peut exister entre ces notions de développement durable, de traite ou encore de migration, il y a effectivement un lien. Alors, je pense que si on s'en tient, disons, définition de terminologie, je vais peut-être commencer par la migration, qui est un déplacement de population qui aujourd'hui est devenu un phénomène mondial. Alors, il y a la traite également de personnes qui est définie comme étant, disons, le transfert, le transport de personnes qui sont déplacées d'un lieu à un autre à des fins d'exploitation qui peuvent être sexuelles de manière générale ou à des fins de travail forcé. Alors, pour ce qui concerne le développement durable, on a constaté, pour répondre aux crises sociales et aussi aux inégalités de développement entre les pays dits riches et les pays pauvres qui s'accruent d'année en année, que les développements ne sont pas accentués sur un certain nombre d'éléments, et qui fait que, et d'ailleurs c'est ce qui explique les difficultés dans les pays moins développés, que les gens ne parviennent pas à trouver des conditions de vie meilleures. Et surtout avec le phénomène de la mondialisation à travers Et c'est ça qui justifie la volonté chez certaines personnes à quitter leur terre natale pour chercher un mieux-être ailleurs. On l'a compris, Monsieur Diarra. Alors, Madame Aziabou, quand on regarde ces images des migrants, d'Africains qui tentent la traversée de la Méditerranée au péril de leur vie, quel sentiment vous anime en ce moment-là? Alors pour ma part, je dirais que c'est un sentiment de révolte en fait, de constater qu'on est obligé de traverser la Méditerranée dans des conditions assez rudes et complexes, simplement parce que dans nos pays d'origine en fait, on n'a pas toutes les conditions nécessaires, on n'est pas parvenu à atteindre un certain niveau de développement qui pourrait nous permettre aux jeunes en fait de pouvoir s'épanouir tant sur le plan matériel, financier et économique au sein de nos pays, et qu'on soit obligé dans la quête d'une vie meilleure, de prendre tous ces risques-là au péril de nos vies, au péril de tout un tas d'éléments, pour pouvoir traverser les frontières et aller en Occident, parce qu'on se dit que là-bas, on aura une vie meilleure. Je vous avoue, Gaëtan, que c'est vraiment un sentiment de révolte, un sentiment de faiblesse, d'incapacité à pouvoir mieux faire. Un sentiment de révolte, et surtout lorsque vous voyez aussi, et ça c'est une question aussi que j'ai envie de vous poser, ce lot d'enfants qui font partie de ces candidats à l'immigration, et peut-être aussi victimes de la traite des êtres humains qui vous préoccupe aujourd'hui.
Effectivement, on s'est rendu compte avec les différentes statistiques produites par l'ONUDC qu'en fait les enfants faisaient l'objet de traite. Et cela pour plusieurs causes en fait, plusieurs causes, que ce soit la pauvreté, que ce soit les conflits sociaux, que ce soit les conflits environnementaux. On se rend compte qu'aujourd'hui les enfants sont objets de traite alors que ils font l'objet d'une protection internationale. Et donc c'est pour traiter de cette thématique que l'on organise donc la semaine prochaine, les 16, 17 et 18 novembre à l'auditorium de l'Université de Lomé, le forum Harmattan, qui lui va porter sur les migrations, la traite des êtres humains. On traitera du cas de la traite des enfants et le développement durable. Et le développement durable. Alors, Monsieur Diarra, on a vu avec la crise sanitaire liée au Covid-19 des mesures que certains États ont prises, notamment la fermeture des frontières et d'autres restrictions. Mais en principe, on devrait voir ce phénomène diminuer, mais il continue d'avoir cours et peut-être même avec une certaine ampleur. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de la migration est liée quelque part à la pauvreté, à des conflits et toute autre question de société. Il faut dire que, quel que soit, même si les frontières sont fermées et autres, la pandémie a rendu les pays les moins, disons, les pays pauvres beaucoup plus pauvres, parce que les conditions économiques, les conditions de vie sont devenues de plus en plus difficiles avec ce que vous savez concernant, disons, la situation économique actuelle. On va même vers une récession. Et ce qui fait donc qu'à un moment donné, compte tenu de la situation, les gens sont poussés à risquer leur vie pour avoir des conditions de vie meilleures. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le cadre du développement durable, on se focalise sur un certain nombre d'aspects, des aspects liés, des aspects économiques qui doivent tenir compte de la nature, mais également des aspects sociaux qui doivent tenir compte des progrès industriels qui puissent être favorables à tous, c'est-à-dire que les personnes à l'échelle mondiale puissent avoir accès à l'eau, à l'alimentation, à un niveau de vie suffisant. Donc, et aussi les questions environnementales, les changements climatiques et autres, parce que aussi, avec la désertification et certains changements climatiques dans certains pays, ça pousse les gens à aller chercher une vie meilleure ailleurs. C'est extrêmement difficile et que la Covid qui actuellement, n'est-ce pas, avec ses impacts, n'est-ce pas, crée, n'est-ce pas, ce flux migratoire et qui est extrêmement difficile également à contrôler. Alors, Andrea, vous qui vous montrez très préoccupé, notamment par ce trafic des enfants, est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures spécifiques à prendre pour juguler le fléau ? Je crois qu'en termes de mesures spécifiques à prendre, c'est déjà procéder à une meilleure sensibilisation auprès des parents sur les différents textes nationaux que nous avons ici, notamment le Code de l'enfant, ses articles 410 et 420. Et déjà amener la population à comprendre qu'en fait, ce n'est pas en livrant son enfant à d'autres personnes comme pour aller chercher un avenir meilleur que en fait, il y aura une répercussion positive dans leur vie principale et à la longue dans la vie de l'enfant. Je crois également qu'il faudrait que l'on puisse trouver un mécanisme, en fait, au plan national ou alors au sein de la société civile qui pourrait renforcer la protection des droits de l'enfant. Et c'est justement dans ce cadre-là que la CEJUST est en partenariat avec l'IBCR pour mieux protéger l'enfant, pour mieux et pour éviter en fait les dérives que nous constatons aujourd'hui. Alors, Monsieur Diarra, justement, vous qui êtes spécialiste de la question au niveau de l'IBCR, la question du trafic des enfants et ses mobiles restent les mêmes sur le continent. Alors, comment couper le mal à sa racine ? Oui, pour couper le mal à la racine, je pense que la responsabilité va à plusieurs niveaux, au niveau international, et au niveau continental et aussi au niveau national. Alors, au-delà de ce que Mme Andrea a dit, les projets de, disons, les sensibilisations, mais aussi il faudrait penser au renforcement de capacité des différents acteurs qui interviennent dans la réponse. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'IBCR, dans le cadre d'un de ses programmes, qu'on appelle le programme Pride, d'ailleurs c'est pour cela que je suis venu soutenir la CEJUST, le projet
intégrale de renforcement de capacité sur les droits de l'enfant. Donc c'est d'arriver à faire en sorte que les différents acteurs puissent être formés sur la question. Il faudrait également trouver des mécanismes tant au niveau national qu'au niveau régional, de lutte, de surveillance, n'est-ce pas, tant du point de vue des dispositions nationales qu'on doit améliorer, mais également d'un cadre d'échange entre les différents États pour qu'il y ait beaucoup plus, n'est-ce pas, de contrôle, beaucoup plus, disons, de prévention et de protection des enfants. Parce que aussi, j'ai peut-être pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, que concernant la traite des enfants, il y a le rapport des Nations Unies qui, en 2018, il y a 50 000 victimes d'enfants de traite. Mais peut-être vous allez dire que c'est pas important. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il est extrêmement difficile de procéder à un contrôle. Ce qui échappe au contrôle est plus nombreux à ce qui est contrôlé. Donc c'est pour ça, dans ce cas, c'est une affaire de tous. Il faudrait que la communauté également puisse être impliquée dans la réponse. Que ça va faire en sorte que la lutte contre la traite, la protection des enfants soit une appropriation de tout un chacun. Andrea, dans la recherche des solutions aux problèmes de migration des jeunes sur le continent, on parle souvent des projets de développement, faire en sorte que ces jeunes aient du travail parce qu'ils croupissent sous le coup du chômage. Alors, comment est-ce que, dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance sur le continent, on peut arriver à instituer des mesures concrètes pour que les jeunes aient confiance en eux-mêmes et restent sur le continent? Déjà, je crois que cela pourrait passer par la mise en place de certains programmes, des programmes participatifs et inclusifs, que l'on ne vienne pas imposer aux jeunes une vision qui ne correspond plus à la réalité des choses en fait, et que l'on puisse également proposer de nouvelles formations, formations à l'université, de nouvelles formations déjà dans nos curricula éducatifs depuis le primaire jusqu'à l'université. Cela permettrait d'ouvrir en fait de nouveaux horizons, de donner de nouveaux horizons aux jeunes et de ne plus enfermer le jeune dans un certain moule dans lequel il a toujours été en fait. Donc pour moi, je pense que cela passerait par la mise en place de certains programmes, mais aussi par un réveil de mentalité de la jeunesse, que nos jeunes se disent en fait que je ne peux pas tout recevoir de l'État, je ne dois pas tout attendre de l'État, il faut que moi-même, étant jeune, conscient de mon avenir, que j'aille vers mon avenir. Et donc, cela passe par un renforcement de capacité du jeune en lui-même et ensuite par l'entrepreneuriat, voilà. Alors, Monsieur Diarra, lorsqu'on parle de la migration et surtout clandestine, c'est un sujet à deux variants. Comment est-ce qu'on peut concilier la lutte contre ce fléau et l'impératif du respect des droits de l'homme? Oui, effectivement, c'est extrêmement important parce qu'il faut d'abord partir du principe que ce qui explique les migrations, c'est lié quelque part, les migrations clandestines, disons, à une difficulté de réalisation de ce qu'on appelle les droits économiques et socioculturels. Vous savez, on fait souvent la part des choses entre les droits civils et politiques et les droits économiques et socioculturels. L'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès au travail. Alors, si les conditions concernant la redistribution des biens, disons, de tous, n'est pas fait de manière adéquate, n'est pas fait pour s'en soucier de ce jeune qui va, disons, sacrifier sa vie, il faudrait que sur ce point-là, qu'on essaie de faire des efforts. Alors, aussi dans le traitement de ces individus, il ne doit pas être considéré comme des moins que rien, parce qu'après tout, c'est des êtres humains. Et souvent, quand on constate, il est vrai que souvent les poursuites, les différents morts que l'on constate dans la mer, quelque part, ça pose un problème de responsabilité, disons, partagée. Si la question des droits économiques et socioculturels est mise en avant, et je pense que dans surtout les pays africains ou les pays pauvres, l'accent devrait être mis sur la satisfaction des droits économiques et socioculturels. Parce que je pense que si les jeunes parviennent à trouver sur place des conditions de vie meilleures, comme j'ai dit tout à l'heure, du travail, de l'emploi, de l'habitat, une bonne alimentation. Je pense que si cette alimentation, c'est la même chose qu'on retrouve le travail à l'autre côté, le logement qu'on a chez soi,
je pense qu'ils ne vont pas prendre le risque de le faire. Et encore une fois, j'en appelle à l'attention pour ce qui concerne le respect des droits humains, au-delà des droits civils et politiques, veiller faire en sorte que même au niveau international, qu'on puisse mettre l'accent sur les droits économiques et culturels, aider ces pays-là pour que ces jeunes puissent avoir accès à ces droits. Alors Andrea, très rapidement, on va maintenant parler des perspectives puisque nous arrivons à la fin de cet entretien. Alors, qu'est-ce que vous voyez en tant qu'acteur de la société civile comme mesure urgente à prendre par les États pour juguler le fléau? Déjà, en termes de mesures urgentes à prendre pour juguler le fléau des migrations clandestines, déjà, c'est peut-être alléger un peu les procédures de migration légale, en fait. Parce qu'on se rend compte que ces procédures sont longues, coûteuses, et cela pèse, en fait, sur ceux qui voudraient immigrer. Et ensuite, dans un second temps, c'est parvenir à un développement holistique au niveau de nos propres États, de façon à ce qu'on n'ait pas envie d'aller de l'autre côté, qu'on n'ait pas envie de risquer nos vies pour aller chercher un avenir meilleur, comme le disait le docteur Ousmane Diarra tout à l'heure. Et donc, c'est parvenir à mettre en place des structures également, des structures qui puissent recueillir toute cette jeunesse-là débordante d'énergie pour qu'elle puisse en fait s'épanouir, s'émouvoir dans une atmosphère assez dynamique. Voilà, en fait, quelques mesures rapidement que l'État pourrait prendre. Voilà. Et très rapidement, M. Diarra, la même question. Quelles mesures urgentes? Oui, je pense qu'en termes de mesures urgentes, il faudrait qu'il y ait une coopération, une collaboration entre les différents États et faire une forte implication des différents acteurs, les jeunes, pour pouvoir libérer les énergies. Alors, si les décisions sont prises qui concernent les jeunes, sans les jeunes, je pense qu'il serait difficile de pouvoir, disons, trouver des solutions. Il faudrait essayer de trouver un cadre d'échange, un cadre de coopération où ces jeunes pourront également, dans le point de vue, apporter, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, la satisfaction de droits économiques et socioculturels. Et pour cela, prenons les jeunes, vous allez à l'extérieur, mais nous voulons vous offrir quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous offre? Et je pense que si ce cadre-là est créé, ça peut quelque part aider, au-delà des, disons, prises de décision au niveau institutionnel. Merci à vous, Ousmane Diarra. Vous êtes expert à l'IBCR. Merci à Andrea Aziabou, chargé de programme promotion des droits humains et équité genre à la CEJUS. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.